Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 66. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice classique, en tout cas il me semble que c'est un exercice assez bien classique, qui peut être abordé en première année de classe préparatoire. Et de plus, ce résultat que nous allons démontrer est une généralisation d'un résultat que nous avons déjà rencontré lors d'un précédent Exode-Call. Voici l'énoncé, vous avez x1, xn des réels positifs non nuls, lambda 1, lambda n des réels positifs tels que leur somme vaut 1. On veut montrer que l'application qui est ici est bien définie sur R, puis qu'elle est strictement croissante si et seulement si les xi sont non tous égaux. Un petit bonus, je vous propose de regarder la limite en plus et en moins infini de cette application. Alors cette expression-là, c'est pas n'importe quoi, cette expression-là. Et pour bien s'en rendre compte, si certains ont eu le réflexe, peut-être vous l'avez eu ce réflexe, c'est de remplacer alpha et lambda i par des valeurs bien particulières. Alors là, tout de suite, cas particulier, si je prends lambda 1, lambda n, tous égaux à 1 sur n, et si je prends alpha égale 1, vous retrouvez votre chère moyenne préférée, la moyenne arithmétique. Alors j'aimerais le mentionner, si vous prenez alpha égale moins 1, vous allez trouver une autre moyenne, qu'on ne rencontre pas très souvent, je dois l'admettre, mais c'est une moyenne quand même qui me semble assez intéressante, qui est la moyenne harmonique. Voilà, donc ça c'est la moyenne harmonique pour alpha égale moins 1. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question pourquoi, en quoi la moyenne harmonique pourrait être utile, peut-être que vous n'avez jamais posé la question, je pense que ça peut être bien d'y répondre. Alors la moyenne harmonique, ça peut être utile pour calculer une moyenne de vitesse de parcours sur une distance. Alors je vais vous poser un petit exercice, puis je vous laisse vous amuser pour et vous persuader que la moyenne harmonique est bien le bon résultat à utiliser. Imaginez que vous avez un parcours de 100 km à faire sur un véhicule, et sur ces 100 km, la moitié de la distance, je dis bien la moitié de la distance et pas la moitié du temps du parcours, la moitié de la distance que vous avez à parcourir, vous roulez à 40 km/h. Donc pendant 50 km. Et puis les 50 km autres à faire, vous les faites à 60 km/h, à une vitesse de 60 km/h. La question c'est donc quelle a été la vitesse moyenne de votre parcours sur l'ensemble des 100 km. Et bien il se trouve ici que la vitesse moyenne, et là je vous laisse vous en persuader par vous-même, je ne vais pas faire tous les détails, et bien ça va être exactement la moyenne harmonique, qui je crois vaut environ 48, et non pas du tout 50. Donc je vous laisse vous en persuader, hein, c'est un joli exemple où on peut voir la moyenne harmonique s'appliquer. Il y a d'autres exemples un peu plus physiques, comme une question de mettre des résistances en dérivation, des choses comme ça, dans lesquelles des formules de ce type-là peuvent apparaître. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, mais juste pour vous donner un bon exemple sympa où vous appliquez la moyenne harmonique. C'est toujours bien pour briller en société. Voilà. Et puis la moyenne géométrique, c'est une moyenne que vous connaissez bien. Pour l'instant on ne la voit pas trop là en voyant cette expression, mais vous allez la voir intervenir à un moment donné dans la résolution. Voilà, donc, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense vous avoir donné suffisamment de choses avant de lancer l'exercice. J'aimerais juste dire un dernier truc. Cette expression, comme vous l'aurez remarqué, c'est donc une question de moyenne. En effet, ça porte un nom, et le nom c'est très lié à ce qu'on vient de remarquer. Ça s'appelle la moyenne. Hop, moyenne pondérée, puisque ici il y a des lambda d'ordre alpha. Voilà le nom de cette expression. Bon, alors maintenant que tout est dit, j'espère que cette fois-ci tout est dit, je vous invite, vous connaissez la chanson, et puis si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Comme d'habitude, je vous invite donc à faire une petite pause sur la vidéo avant que je ne vous donne une résolution d'exercice, histoire de vous tester un petit peu face à cet exercice, vérifier si vous saviez le faire ou si vous voulez voir si vous savez le faire. Et puis voilà, je vous en donne une résolution d'ici quelques instants. Ok, j'espère que vous avez essayé. On est parti.
Bon, alors je commence par le commencement. Je vais suivre l'énoncé tout bêtement. Je vais montrer que mon application M est bien définie sur R. La première chose qu'il fallait remarquer tout de suite, c'est que l'application M est bien définie sur R étoile. En effet, vous pouvez remarquer que comme les xi sont des réels positifs non nuls, la puissance alpha de n'importe quel réel positif non nul est bien définie. Donc pour n'importe quel alpha réel, à vrai dire même alpha réel, ça ne poserait aucun problème à ce moment-là. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'application, je vais l'écrire rapidement, l'application alpha qui a alpha associé x puissance alpha est bien définie carrément sur R. D'accord, avec x positif strict, bien sûr. Donc cette application-là est bien définie, donc pas de problème. Multiplier par des lambda i, pas de problème. Faire une somme de ces choses, une combinaison linéaire de ces choses, pas de problème. Dernière chose, mettre à la puissance 1 sur alpha. 1 sur alpha, il faut que alpha soit non nul. Donc là, tout de suite, on comprend pourquoi on doit travailler sur R étoile pour l'instant. Donc, pas de problème si alpha est non nul. Et puis un autre truc, la somme qui est ici, elle est strictement positive. D'accord? Donc la somme des lambda i xi, puissance alpha, c'est strictement positif. Comment s'en convaincre? Vous savez déjà que tous les xi sont des réels positifs non nuls. Et les lambda i sont des réels positifs tels que la somme est égale à 1. Du coup, il y a forcément un des lambda i qui doit être strictement positif. D'accord? Donc ça vient juste du fait qu'il existe un i tel que lambda i est strictement positif. Essentiellement, il est là le point important. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, eh bien, j'espère vous avoir convaincu. Alors, il y a des choses que j'ai dit à l'oral, des 2-3 trucs que j'ai écrits ici. Mais essentiellement, mes arguments sont donnés à l'oral. Je pense que ce n'est pas très difficile. J'espère vous avoir convaincu qu'en effet, cette application est bien définie sur R étoile. Maintenant, le problème qu'il nous faut régler, c'est en 0. Qu'en est-il? Alors, pour régler le problème en 0, la bonne idée, même si ce n'est pas forcément évident au premier coup d'œil, c'est de regarder le logarithme. Alors, bon, c'est peut-être pas évident au premier coup d'œil, mais vous devriez vous rendre compte quand même que la question du 1 sur alpha, c'est ce qui nous embête le plus. Donc, ça paraît assez naturel d'essayer de se débarrasser du 1 sur alpha en appliquant le logarithme. Donc, c'est ce que je vais faire ici, on applique le logarithme. Donc, si je fais ln de m alpha, je me retrouve avec 1 sur alpha ln de la somme des lambda i xi puissance alpha. Un autre truc que je n'ai pas dit, ce truc-là est bien strictement positif, peu importe le alpha qu'on choisit. Donc il n'y a aucun problème dans le calcul et d'appliquer ce ln. Autre chose que je n'ai pas dit, même s'il est plus ou moins souligné ici. Donc ça marche, i allant de 1 à n. Bon, et en voyant cette expression-là, vous vous dites, mais en fait, j'ai une expression un peu spéciale quand même, parce que là j'ai quelque chose qui ressemble à f alpha sur alpha. Où f ici, donc f alpha, c'est la fonction qui à alpha associe ln de cette somme. Donc 1 n lambda i xi puissance alpha. Est-ce que j'ai le droit de remplacer alpha par 0 ici? La réponse est oui, j'ai le droit de remplacer alpha par 0. Puisque bon, là, ce truc-là, c'est bien défini pour n'importe quel alpha réel. Les lambda i sont positifs. Puis là, si je m'amuse à faire le calcul, ce que je vais faire maintenant, on va voir qu'en effet, il n'y a aucun problème sur le calcul. Donc je me retrouve en fait avec ln de somme pour i allant de 1 à n, et j'ai lambda i, et xi puissance 0, ça donne 1. Xi est un réel positif non nul, il n'y a vraiment aucun souci, je ne suis pas en train de faire 0 puissance 0. Donc je me retrouve bien avec ça, ln de la somme des lambda i, et ça, somme des lambda i par hypothèse, je sais que ça fait 1, ln de 1, ça fait 0. Donc si je regarde cette expression de plus près, je me rends compte qu'en fait je suis en train de calculer une dérivée. Si je fais la limite quand alpha tend vers 0, je suis en train de calculer la dérivée. La seule chose qu'il faut que je me pose comme question, c'est est-ce que cette application-là est bien dérivable par rapport à alpha? Et la réponse est oui, en effet, elle est bien dérivable. Cette application-là a été définie pour n'importe quel alpha. Je peux dériver par rapport à alpha, c'est juste une question d'exponentiation. Donc c'est l'exponentielle qui apparaît, l'exponentielle de alpha ln de x, si vous voulez.
Donc j'ai tout à fait le droit de dériver ce truc-là et j'ai une composition de fonctions dérivables. Ici c'est des valeurs réelles positives, donc il n'y a vraiment aucun problème, je peux dériver. Donc f, j'ai expliqué pourquoi elle est dérivable à l'oral. Je vais juste écrire comme quoi elle est dérivable sur R. Et ben on a f' et et, f' de alpha, donc elle est dérivable sur R. Hein. F' de alpha est égal à quoi? Bah là j'ai ln d'une fonction, dérivée de ln d'une fonction, ça fait la dérivée de la fonction à l'intérieur divisée par la fonction elle-même. Donc je me retrouve alors avec dérivée de la fonction c'est une somme, donc je me retrouve avec somme pour i allant de 1 à n de lambda i, ça me fait ln de xi fois xi puissance alpha divisé par somme pour i allant de 1 à n des lambda i xi puissance alpha. Voilà le résultat que j'obtiens après dérivation. Donc la dérivée de x puissance alpha, c'est ln de x, x puissance alpha. Je vous laisse vous en convaincre, c'est juste une exponentielle encore une fois. Exponentielle de alpha ln de x. Là je dérive par rapport à alpha, je le répète parce que je ne suis pas en train de dériver par rapport à x, je suis en train de dériver par rapport à alpha. Donc en dérivant par rapport à alpha, la constante sort, ça fait sortir le ln de x. Donc voilà, c'est juste pour vous convaincre que cette expression est correcte. Et donc là, est-ce que j'ai un problème en 0? Ben on va voir. Si je fais f' de 0, ben f' de 0, ça me donne les i puissance 0, ça me donne 1. Donc je me retrouve en fait avec la somme pour i allant de 1 à n des lambda i ln de xi divisé par la somme des lambda i allant de 1 à n. La somme des lambda i, je sais que ça fait 1, donc ça me fait la somme des lambda i ln de xi. I allant de 1 à n. Ok. Alors maintenant que ça c'est dit, c'est fait, bah vous avez bien une limite donc. Hein, cette limite-là, elle existe bien, les xi sont des réels positifs non nuls, je le répète, donc il n'y a pas de problème avec cette limite, on peut la calculer. Et donc, ça veut dire que la limite quand alpha tend vers 0 de cette chose, c'est exactement f' de 0 qui vaut ça. Voilà. Tout bêtement, hein, c'est comme je l'ai dit, vous pouvez reconnaître une dérivée là, ici, hein, grâce à ce qu'on a fait comme calcul. Vous êtes en train de calculer la dérivée en 0 finalement. Ok. Donc la limite quand alpha tend vers 0 de ln de m alpha, c'est donc la somme des lambda i ln de xi. I allant de 1 à n. D'accord, mais ça ne me dit pas encore ce que vaut m alpha. Alors ouais, petite parenthèse, en fait ce que je viens d'appliquer aussi de manière un peu cachée, c'est soit vous voyez un développement limité, soit vous voyez une question d'application de la règle de l'hôpital. Voilà, au choix. Je tiens à mentionner la question de la règle de l'hôpital parce que c'est vrai que c'est pas un résultat qu'on utilise très souvent en classe préparatoire, c'est pas un résultat réflexe et je pense que ça peut être intéressant de l'avoir un petit peu en réflexe quand on a affaire à des quotients de ce type-là avec le numérateur et le dénominateur qui tendent vers 0, tous deux, ou vers plus infini ou vers moins infini tous deux. Ça peut être un réflexe intéressant à avoir. Voilà, enfin moi j'ai cette impression, surtout que j'ai pris l'habitude de réapprendre, en tout cas j'ai permis à des élèves au Canada d'apprendre cette règle de l'hôpital et c'est au programme pour les premières années, ce qui correspond aux premières années de licence, c'est au programme. Donc je pense que voilà, ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil. Je le mentionne juste à l'oral si ça vous dit. Sinon c'est pas grave, vous pouvez vous contenter de ce que j'ai fait là, c'est très bien. Donc oui, maintenant je vais appliquer le ln, enfin l'exponentielle à ce truc-là, ça c'est un réel, hein, j'ai aucun problème, je peux faire de la composition de limites. Et donc, je vais mettre le résultat ici. J'en déduis que la limite quand alpha tend vers 0 de m alpha, c'est alors exponentielle de ça c'est le produit pour i allant de 1 à n, la somme devient un produit, les ln disparaissent et j'ai xi à la puissance lambda i. Et donc c'est ça que je vais définir comme étant m0, hein, vous l'aurez compris, puisque la limite existe, il n'y a pas de problème, je peux me permettre de définir m0 comme étant cette limite. Pas de problème. Donc voilà, très bien, je viens de démontrer que l'application m est bien définie pour n'importe quelle valeur alpha. Impeccable. La formule que vous voyez là, c'est justement la moyenne géométrique si vous prenez le cas particulier, donc je l'écris. Si vous prenez les lambda tous égaux, on se retrouve avec le produit
pour i allant de 1 à n, des xi à la puissance 1 sur n, donc c'est-à-dire racine énième de ce produit. Et donc ça, c'est la moyenne géométrique. Ok? Donc on la retrouve, hein, c'est bien ce que je vous disais avant même de résoudre l'exercice. On retrouve donc cette limite, enfin cette moyenne également à travers, donc la moyenne géométrique à travers cette formule de moyenne d'ordre alpha. Bon, alors maintenant il nous reste à montrer que cette application est strictement croissante. C'est pas très difficile, mais il faut quand même avoir une idée de comment s'y prendre. Parce que bon, c'est pas, je pense que c'est pas immédiat quand même, hein, comme résultat. À mon avis, en tout cas, c'est pas immédiat. Mais bon, voilà, enfin, si vous avez l'habitude de faire des exercices de ce genre, normalement ça devrait être très rapide. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que c'est pas direct. J'ai effacé résolution, je vais le réécrire. Donc maintenant, je vais montrer qu'elle est strictement croissante si seulement si les xi sont non tous égaux. Alors, déjà, tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est que si tous les xi étaient égaux, qu'est-ce qui se passe dans le calcul? Alors, je vais tous les noter x. Bon, dans le calcul, ce qui se passe, c'est que j'ai ça, hein, donc lambda i, x puissance alpha, puissance 1 sur alpha, et vous l'aurez compris, je me retrouve alors avec x puissance alpha fois la somme des lambda i. Bon, là, je ne mets pas les indices, je fais le calcul direct. Et la somme des lambda i par hypothèse, ça vaut 1. X puissance 1 sur alpha, ça donne bien x. D'accord, donc m de alpha, dans ce cas-là, c'est égal à x tout le temps, peu importe la valeur de alpha. Bon, très bien. Donc ça veut dire que m est une fonction constante, dans ce cas-là. Voilà, je viens de traiter le cas où ils sont tous égaux. Maintenant, qu'en est-il s'ils sont non tous égaux? Eh bien, je vais utiliser une inégalité de convexité. Je pense que c'est intéressant. Donc là, c'est aussi non tous égaux. Non tous égaux. Alors je vais utiliser une inégalité de convexité, puis après il va falloir la manipuler, cette inégalité, de façon à avoir les inégalités souhaitées concernant m alpha, m bêta. Alors après, vous pourriez me dire tout de suite, oui, mais pourquoi tu fais pas de dérivée? Vous n'auriez pas tout à fait tort, mais allez-y, calculez-moi la dérivée de cette chose. Puis étudiez la dérivée de cette chose. Ouais, ça n'a pas l'air très joli, d'accord? Alors je dis pas que c'est pas impossible, mais j'aimerais vous proposer une résolution sans utiliser la dérivée. Et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je ne veux pas utiliser la dérivée. Mais c'est vrai que bon, on pourrait se dire, allez, on peut calculer la dérivée par rapport à alpha, mais il faut quand même justifier que la fonction est dérivable, patati et patata, il y a quand même 2-3 trucs à faire en plus. J'ai pas besoin de ça pour montrer la stricte croissance de cette application. Donc je ne vais pas l'utiliser. Alors comme je le disais, je vais utiliser une inégalité de convexité. En effet, je peux remarquer que si, alors là je vais peut-être changer de lettre, je vais prendre gamma. Donc si gamma est un nombre strictement plus grand que 1, alors l'application qui a x associe x puissance alpha, c'est une application qui est convexe sur R plus étoile. Voire R+, je pourrais mettre R+, à vrai dire. Voilà. Mais bon, je vais mettre R plus étoile parce que les xi sont des valeurs dans R plus étoile. Par conséquent, je peux écrire, alors j'ai mis puissance alpha, je suis bête, c'était puissance gamma que je voulais mettre. Alors par conséquent, si je m'amuse à regarder la somme des lambda i, xi à la puissance, pas à la puissance gamma, tout ça à la puissance gamma, et là j'utilise l'inégalité de convexité. Donc quand j'ai une fonction qui est convexe, ce qui se passe, c'est que la valeur image est inférieure ou égale à la combinaison des valeurs images. Donc je vais avoir la somme pour i allant de 1 à n de lambda i, xi puissance gamma. Maintenant je vous pose une petite question, à quelles conditions est-ce qu'on a égalité ici? Si vous y réfléchissez bien, et si vous vous souvenez du résultat de convexité, d'inégalité de convexité, vous vous rendrez compte que vous avez égalité si et seulement si les xi sont tous égaux entre eux. Donc là, s'ils sont non tous égaux, on a une inégalité stricte.
Ok? Donc là, l'inégalité stricte, ça vient du fait qu'ils sont non tous égaux. Ok, puis maintenant, il va falloir s'amuser à montrer qu'on a bien croissance comme on le souhaite. Alors, il y a juste deux cas de figure que je vais distinguer. Premier cas de figure que je vais considérer, c'est le cas où alpha est plus petit que bêta comme ceci, mais que les deux sont positifs ou nuls. Et puis le deuxième cas de figure que je vais traiter, c'est le cas de figure... Alors à vrai dire, je pourrais prendre non égal à 0, parce que sinon c'est un problème, mais le cas égal 0 va se déduire de ces cas de figure qu'on va traiter. Donc si j'ai ça, voilà, et puis l'autre truc que je voulais écrire, c'est le cas de figure où les deux sont négatifs, donc si j'ai ceci. Voilà. Voilà les deux cas de figure que je vais traiter. Alors pour le premier cas de figure, je vais prendre une valeur de gamma particulière. Je vais prendre notamment gamma égale... et puis je vais remplacer mes xi par d'autres valeurs. Enfin, ça ne va pas être les xi, ça va être autre chose. Mais vous n'en faites pas. Donc je vais avoir gamma égale bêta. Je vais prendre gamma égale bêta sur alpha qui est une valeur plus grande que 1. Du coup, je peux appliquer l'inégalité que j'ai écrite ici et je peux remplacer les xi par leur puissance, la puissance que je veux. Donc je vais obtenir la chose suivante. Somme pour i allant de 1 à n de lambda i xi à la puissance, alors faut pas que je fasse de bêtises, je pense que c'est la puissance alpha. Tac, donc de gamma, ça je sais que c'est inférieur donc à la somme pour i allant de 1 à n, lambda i xi à la puissance alpha fois gamma, donc ça veut dire alpha bêta sur alpha, autrement dit somme des lambda i xi puissance bêta. Donc en remanipulant maintenant cette formule, en faisant puissance 1 sur bêta, qui est une application croissante, il n'y a pas de problème, strictement croissante, donc x 1 sur bêta est strictement croissante. Je réfléchis. Est-ce que je dis une bêtise? Non, je dis pas de bêtise, c'est bon. Donc elle est strictement croissante sur R plus étoile. Voilà. Donc ça marche. Et donc on en déduit ce qu'il faut. Donc l'inégalité, on va en déduire que m bêta, m alpha, pardon, si je veux l'écrire dans le même sens, m alpha est plus petit que m bêta. M alpha plus petit que m bêta. Voilà. Et pour l'autre cas de figure, le gamma que je vais prendre, c'est un peu le même genre, mais je ne vais pas faire la division dans le même sens. Je vais prendre gamma égale alpha sur bêta. En prenant ce truc-là, ça va être plus grand que 1. Et je vais faire exactement la même manip. Je fais somme pour i allant de 1 à n. Les lambda i, xi à la puissance. Alors cette fois-ci, je fais puissance bêta. Et je réfléchis si ça colle bien avec ce que je veux. Donc je vais avoir alpha sur bêta. Donc ça c'est inférieur à somme pour i allant de 1 à n. Donc oui, ça va coller. Ouais. Il y a juste, je suis juste en train de bugger sur un truc, mais tout va bien. Donc ça fait xi puissance alpha. Ok. Et puis là, c'est là où justement il se passe quelque chose de différent. La fonction x qui associe x puissance 1 sur alpha, cette fois-ci, elle est strictement décroissante, puisque alpha est négatif. Décroissante sur R plus étoile. Donc comme elle est strictement croissante, décroissante, l'inégalité qui est ici change de sens. Donc on va se retrouver alors avec m bêta qui est en effet encore une fois plus grand que m alpha. Et donc par une question de limite, c'est ça qui reste à dire pour conclure l'exercice, si je puis dire, par cette question de limite, si je fais tendre alpha vers 0 et de l'autre côté bêta vers 0, on a toutes les inégalités qu'on veut et on conclut exactement ce qui est attendu. Sachant que le M0, je l'ai défini comme étant la limite. Donc voilà, il y a bien vraiment cette continuité qui fait sens. Et donc on a terminé. Voilà, on a terminé, on a fait tous les cas de figure qu'il fallait. Donc M est strictement croissante sur R. Voilà, et vous avez vu qu'à aucun moment j'ai utilisé de la dérivation.
Ce qui est, je l'espère pour vous, hein, j'espère que vous vous en rendez compte, ce qui est quand même une bonne chose, hein, parce que là j'ai pas eu besoin de faire de dérivation, des trucs très moches, juste une inégalité de convexité bien sympathique, qui de plus m'explique pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas avoir égalité. D'accord? Si vous n'êtes pas convaincu par ça, je vous invite à le faire par vous-même, à le refaire par vous-même, c'est un petit exercice à faire. Je le laisse de côté. Bon, alors le bonus, juste pour aller au bout de notre affaire. Alors d'ailleurs, conséquence directe, la moyenne arithmétique est plus grande que la moyenne géométrique qui est plus grande que la moyenne harmonique. Ça, c'est par exemple des inégalités très classiques qu'on rencontre en prépa. Et donc j'aimerais aller jusqu'au bout des inégalités qu'on peut démontrer comme ça, en faisant le bonus. Qu'en est-il des limites en plus et en moins infinies de cette application M? Alors je vais faire plus infini, et puis pour moins infini, c'est le même genre de technique, mais je vous laisse vous amuser à vérifier ce qui se passe. Ok. Alors pour plus infini, alors là je vais vous donner le guess à avoir, ce qu'il faut plus ou moins sentir par rapport à cette expression. On peut se rendre compte, en oubliant le 1 sur alpha, là, on peut se rendre compte que quel va être, enfin, faut se poser la question, qu'est-ce qui va être dominant quand alpha va tendre vers plus infini? Ce qui va être dominant, c'est la puissance de x pour laquelle, donc ça va être la puissance de x pour laquelle on va avoir le, alors attendez que je réfléchisse un peu, mais ça va être le x qui va être le plus grand, puisque bon bah là si je fais x puissance, un truc de plus en plus grand, si je veux comparer un y à la même puissance qui va de plus en plus grand, qu'est-ce qui va l'emporter entre x puissance alpha et y puissance alpha? C'est celui qui est plus grand entre x et y. Donc la bonne idée en fait c'est déjà de ordonner les xi et d'essayer de se poser la question, est-ce qu'en effet c'est le plus grand qui va ressortir? Eh ben on va voir d'ici quelques instants ce qu'il en est. Donc en effet si je prends x1 plus petit que xn, ok, donc si je prends ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer c'est que je vais avoir donc m alpha, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre en facteur le terme qui me semble être le terme dominant. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre, alors on pourrait traiter des cas de figure particuliers, je vais peut-être le faire. Donc un cas de figure particulier qu'on pourrait traiter, c'est s'il y a plusieurs xi qui valent le xn en question. Dans ce cas-là, la manipulation que je vais faire, il faut la changer un tout petit peu pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc, alors ce que je voulais, peut-être pas de faire tout de suite m alpha, mais il faut se rendre compte que déjà dans un premier temps, si je regarde les termes lambda i xi à la puissance alpha, i de 1 à n, eh bien je peux me rendre compte que un équivalent simple que je peux donner, donc un équivalent simple, ça va être xn à la puissance alpha fois la somme des lambda j, donc j allant de 1 à n, tel que xj égale xn. Donc ça va être le terme le plus grand qui va l'emporter quand alpha tend vers plus infini. Pour s'en convaincre bien davantage, ce qu'il faut, c'est il suffit juste de diviser par x puissance, donc mettre en facteur xn puissance alpha, et en le mettant en facteur, vous allez vous retrouver avec des xi divisé par xn à la puissance alpha. Ça va tendre vers 0 si xi est plus petit que xn, strictement. Sinon, bah, ça vaut 1. Là, vu les inégalités que j'ai posées, bah, la division donne 1, et c'est ce qui va faire apparaître ce lambda j. Bon, puis un autre truc, c'est que si j'ai un équivalent, comme vous pouvez le voir ici, et bien mettre à une puissance positive, l'équivalent est maintenu. Donc du coup, faire ceci, tac, donc xi alpha, plouf, à la puissance 1 alpha, et bien ça ne change pas l'équivalent. Et je pense que c'est pas très difficile de s'en convaincre, il suffit de faire la division de l'un par l'autre et de remarquer que la puissance 1 sur alpha se met en facteur de tout le monde. Donc je vais avoir xn à la puissance alpha, somme j allant de 1 à n, xj égale xn, lambda j. Tout ça à la puissance 1 sur alpha.
Et maintenant, si je simplifie ce qui se passe pour cet équivalent, les alphas s'en vont, je me retrouve avec xn. Ok. Et puis je vais avoir la somme, cette somme-là des lambda j qui va être mise à la puissance 1 sur alpha. Voilà. Alors, oui, il y a encore plusieurs cas de figure qui pourraient apparaître. Vous pourriez me dire. En effet, le cas de figure un peu bizarre qui pourrait apparaître, c'est si ces lambda j qui sont en question ici valent 0. Alors en effet, si les lambda j que j'ai pris là valent tous 0, bon bah c'est pas xn qui va ressortir, ça va être un autre terme qui va ressortir. Mais quoi qu'il en coûte, enfin quoi qu'il en soit surtout, c'est pas quoi qu'il en coûte, mais c'est un peu ça quand même, parce que bon bah ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les lambda n que j'ai écrits ici ne servent à rien. Il y a des lambda qui servent absolument à rien. Et je pourrais juste me ramener à calculer une moyenne pondérée pour des x, enfin pour une famille plus petite. C'est tout. Je pourrais faire juste x1 jusqu'à xi étant le dernier terme où le lambda i est non nul. Puis là, je fais pareil. D'accord? Donc, je vais me permettre ici de faire l'hypothèse que ceci est non nul. Donc il y a forcément au moins un des lambda j qui est non nul, notamment par exemple dire que lambda n est non nul. C'est pas fou de dire ça, hein, c'est vraiment pas fou de dire ça, je pense que vous serez convaincus comme moi que c'est pas... enfin, voilà, ça paraît assez naturel de poser cette hypothèse directe, juste par cette question que si ces lambda j étaient tous nuls, il suffit que je les enlève, que j'enlève les xj qui correspondent, et du coup je suis en train de calculer une moyenne pondérée avec ce qui reste. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même pas si dingue de supposer ça. Bon ce que je vais obtenir, c'est que ce que vous voyez, donc si en effet cette somme-là, je la suppose non nulle, je me retrouve avec, quand alpha tend vers plus infini, donc ceci tend vers 0, n'importe quel nombre non nul puissance 0, ça tend vers 1, du coup je me retrouve avec xn, qui est le terme dominant. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que si vous avez donc ces inégalités-là, puis bon, si vous voulez, on peut se permettre, afin que les choses aient un sens, lambda n non nul, et bien on se rend compte qu'on obtient xn. Donc en particulier, si je prends lambda n égale 1 sur n, et bien la limite m alpha, c'est égal au max des x1, xn. Si je veux être tout à fait raccord avec ce que j'ai raconté ici, le cas général, eh bien la limite, juste pour que je contente tout le monde, la limite, ça va être le xj, je vais mettre ça, xj, tel que alors attendez que je réfléchisse. Ah oui, non, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc je veux écrire que ça va être le max des xj. Donc je vais l'écrire de cette manière-là, je pense que c'est mieux. Donc ça va être le max des xj pour j appartenant à un certain ensemble, grand J, et cet ensemble grand J, il est défini comme étant l'ensemble des i tels que lambda i est non nul. Voilà, si je veux être propre, voilà le résultat que je devrais énoncer. Mais bon, comme vous l'aurez compris, ça paraît, juste par une question de réduction des coefficients et tout ça, il n'y a aucun problème sur le fait de supposer que lambda n est non nul. S'il était nul, dans ce cas-là, ça veut dire que je peux me ramener à une famille plus petite. Au lieu de regarder n termes, je peux regarder n-1 termes. C'est ça que je veux dire. Donc quoi qu'il en soit, à la fin, on arrive donc à un max des xi. Ce qui est quand même assez marrant. Voilà, donc là je vous l'ai fait avec plus infini, je vous le donne pour moins infini, alors là je vous le donne, je ne vais pas faire le détail, ça va être le min, je pense que vous l'aurez compris. Donc pour alpha qui tend vers moins infini, on va avoir que m alpha tend vers le min. Et là pareil, si vous voulez que je fasse ça proprement, je vais dire j dans grand J, alors peut-être pas grand J,
grand J' peut-être, plutôt, de xj. Ouais, non, c'est grand J quand même, c'est le même J, hein, je suis bête, c'est le même J. Donc ça va être le même J, et donc ça veut dire que c'est encore l'ensemble des I tels que lambda I est non nul. Voilà. Et donc, bah, on en arrive à la conclusion suivante, hein, des inégalités de moyenne que vous avez peut-être déjà rencontrées une fois, j'en sais rien. Mais on en arrive donc à la conclusion suivante, et je trouve que c'est intéressant comme truc. Donc si je prends lambda n égale 1 sur n, si je prends ça, eh bien on a les inégalités suivantes. Le min des x1, xn, il est inférieur ou égal à la moyenne harmonique qui est inférieur ou égal à la moyenne géométrique. Donc c'est ce qu'on vient de démontrer, hein, je tiens quand même à le préciser. Donc moyenne géométrique, xi, i allant de 1 à n, qui est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique, qui est inférieure ou égale au max dx. Donc, bon là je n'ai pas la place, je mets juste max dx. D'accord, donc ça serait la limite quand alpha tend vers moins infini. Ça c'est m-1, m0, m1, et puis ici c'est la limite quand alpha tend vers plus infini. Conséquence directe. Et en plus de ça, les égalités deviennent strictes si seulement si les xi sont non tous égaux. Voilà. Donc c'est quand même assez marrant d'avoir ce genre de résultat, j'espère vous en convaincre. Donc là je suis juste en train de me dire que oui, la question de stricte croissance, s'ils sont non tous égaux, si seulement s'ils sont non tous égaux, je me rends compte juste, je le dis maintenant, mais j'aurais peut-être dû le dire avant, c'est pas grave, j'espère que c'est pas très grave. Mais en effet, là-dessus aussi, il y a une question des lambda i. Il y a une question de savoir est-ce que les lambda i sont non tous nuls. C'est quand même, enfin, c'est pas qu'ils sont non tous nuls, mais la question de savoir aussi quels sont les lambda i qui sont non nuls dans l'affaire. D'accord, donc quand j'ai écrit l'inégalité de convexité et que j'ai dit qu'on avait stricte inégalité si et seulement si les x, i sont non tous égaux, ceci est vrai que si les lambda i qui sont en jeu sont non nuls. Donc je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû changer un peu l'énoncé et dire que les lambda i étaient tous non nuls, pour pas avoir à considérer ce cas de figure bizarre. Mais voilà, je voulais en parler un peu parce que c'est quand même un cas de figure à mettre en avant. Je l'ai pas assez mis en avant au moment où j'utilisais l'inégalité de convexité. Je tiens à le signaler que là déjà il fallait faire attention à ces lambda i. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous avoue que j'ai très chaud, parce que bon bah il y a eu l'orage qui est tombé il y a peu de temps. Et puis ces derniers jours, vous-même, vous l'avez subi aussi cette chaleur. Donc voilà, j'espère que ça se voit pas trop que je suis en sueur. Bon enfin bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos retours, comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous!